Nous allons parler tour à tour ce soir du Libéria, du Sénégal et de la République démocratique du Congo avec notre invité de tous les mardis pour l'actualité internationale, Maître Eric et Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samir Nioui. Nous commençons avec le Libéria où un fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf se retrouve devant la justice. Il fait partie des 3 dirigeants de la Banque centrale du Libéria placés en garde à vue après la publication d'un audit indépendant révélant les méthodes peu orthodoxes de l'institution monétaire et de nombreux dysfonctionnements internes. Ces 3 doivent comparaître lundi pour la première fois devant un juge de Monrovia, Charles Sirleaf, fils de Ellen Johnson Sirleaf, qui a occupé de hautes fonctions au sein de la banque jusqu'à sa démission en août, et un autre dirigeant, Dorbor Hagba, avait été interpellé quelques heures après la publication jeudi de ce rapport rédigé par le cabinet conseil américain Kroll Associates. Est-ce que, Maître Sosa, ça peut vouloir dire qu'au Libéria, il n'y a plus d'intouchables? Certainement, c'est le message en tout cas qui est porté par cette information et c'est tout à fait heureux. Pourquoi devrait-il y avoir des intouchables quelque part? Pas plus au Nigeria qu'ailleurs, parce que dès lors qu'on est amené à manipuler les finances publiques, on est donc soumis à la loi de la redevabilité. Et la redevabilité veut dire répondre de la gestion qu'on a faite des deniers publics. Ce monsieur, tout en étant le fils de l'ancien président, l'ancienne présidente du Libéria en l'occurrence, a été rien moins qu'ancien vice-gouverneur de la Banque centrale. Et on découvre, après le départ de sa mère des affaires, qu'il y a eu des malversations et que plus de 100 milliards de dollars libériens auraient disparu dans des conditions qui restent à élucider. Alors, je pense que le minimum, c'est qu'on lui demande ce qui s'est passé et comment cela s'est fait. Donc, il n'y a pas d'intouchabilité possible à imaginer. Dans un pays qui fonctionne normalement, voilà comment les choses devraient être faites, tout simplement. Il ne faut pas que le Libéria soit une exception. Il faudrait au contraire que ce qui se passe au Libéria aujourd'hui fasse école et que désormais l'émulation citoyenne et démocratique soit à ce point évidente et observée partout pour que désormais on se dise qui que je sois, dès lors que j'ai eu à exercer des fonctions publiques, je dois rendre compte de ma gestion. Mais ici, l'interrogation est peut-être justifiée dans la mesure où on se dit, est-ce que ça aurait été le cas si sa maman était toujours aux affaires? Peut-être pas. J'allais dire certainement pas. Et là aussi, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas une spécificité libérienne. Monsieur Trump fait du népotisme aux États-Unis, et tout le monde sait que sous Trump, ses gendres et ses enfants qu'il a placés comme à des postes de responsabilité très élevés ne répondront jamais de rien s'ils ont fait quoi que ce soit de mauvais dans la gestion des affaires publiques. Donc oui, et ça on va dire c'est humain. Mais c'est malheureux lorsqu'il s'agit de parler des affaires publiques, parce que attention, le mélange des genres veut que vous voyez, il ne devrait pas y avoir d'affect quand il s'agit de parler des affaires de l'État. L'État nous transcende tous. Et il y avait à cela, vous voyez, Staline disait, si c'était ma mère, si c'était mon père, je ferais pareil. C'est pas un modèle de démocrate, Staline. Mais il avait cette vision très élevée de la chose publique, et il y avait une forme de dévotion quasi religieuse de ce temps-là, et qui est héritée de la révolution bolchevique. Et la chose publique est sacro-sainte, même si par ailleurs Staline a eu à lui aussi se commettre dans des méfaits que l'histoire lui a reproché.
Mais bon, on a déstalinisé à souhait en Union soviétique de l'époque. Mais voilà ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que en fait, il ne devrait pas y avoir d'impunité, tout simplement. Et on devrait faire en sorte... Vous voyez, on a eu de grands chefs d'État africains qui ont écarté leurs enfants de la sphère publique. Senghor, Houphouët-Boigny et dans une certaine mesure Sékou Touré. Aucun de leurs enfants n'a touché aux affaires publiques. Et même après eux, ils ont toujours réussi à se tenir à distance de la sphère politique et publique. Voilà, c'est des bons exemples à suivre. C'est des bons exemples à suivre. Alors là, par exemple, c'est un audit d'un cabinet américain qui révèle les malversations. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire aujourd'hui que cet audit vient un peu tard? On aurait pu commanditer l'audit un peu plus tôt, du temps de Ellen Johnson Sirleaf, parce qu'on sait le Nigeria éminemment gangréné par la corruption. Bon, pour tout vous dire, je ne sais pas exactement à quel moment est-ce que l'audit a été commandé. Pour vous dire si ça arrive tard ou à point nommé. Mais toujours est-il que l'État libérien a quand même pris l'initiative de faire auditer les comptes de la Banque centrale du Libéria. Et c'est à la faveur de cet audit qu'on a découvert qu'il y a eu ces malversations. Et pour l'instant, le fait que... Bon, je tiens beaucoup au principe de la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Sirleaf que forcément, il faut lui trouver des poux dans la tonsure si rien ne lui est reprochable. Mais quand même, il faut que les responsabilités soient situées rapidement pour que s'il est responsable de quelque chose, le fait qu'il s'appelle Sirleaf ne soit pas un élément à charge ou à décharge. Voilà. Nous passons maintenant au Sénégal. Karim Wade, le fils de l'ancien président, a été débouté par la Cour de justice de la CEDEAO. Cette cour a rendu son verdict le lundi 4 mars sur le dossier du fils de l'ancien président sénégalais. L'institution a tout simplement débouté Karim Wade suite au rejet de son inscription sur les listes électorales suivi de l'invalidation de sa candidature par les 7 sages du Conseil constitutionnel du Sénégal. Karim Wade a saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour une requête qui vise l'État sénégalais. Donc, dans la matinée de ce lundi, la Cour s'est prononcée sur la requête du candidat recalé du PDS. Le verdict est sans appel. Karim Wade est débouté sur toutes ces requêtes. Maître Sosa, il fallait aussi peut-être s'y attendre un peu à ce genre de décision. Vous voyez, encore un fils d'eux. Bon. Oui, écoutez, il fallait s'y attendre, et je dirais même que, indépendamment de la personne de Karim Wade, il faut quand même faire le clair sur la situation. Quels sont les motifs pour lesquels il a été déclaré irrecevable? La Constitution sénégalaise et le Code électoral sénégalais ont fixé les conditions d'éligibilité. Et ces conditions d'éligibilité ne sont pas remplies en ce qui concerne M. Wade Karim. M. Wade Karim, personne ne lui reproche d'être le fils de Abdoulaye Wade. On lui reproche principalement d'avoir un casier judiciaire qui n'est pas vierge et que ce casier judiciaire supporte des condamnations qui sont lourdes et qui vous rendent inéligible. On lui reproche notamment le fait que, bon, par exemple, au moment où il a fait sa saisine, il venait juste de renoncer à la nationalité française, alors que le code électoral sénégalais exige que l'on ne se prévale plus d'aucune autre nationalité que la nationalité sénégalaise quand on veut briguer la magistrature suprême au Sénégal. Donc, voilà des éléments qui sont purement juridiques et qui devraient logiquement aboutir au rejet de toutes ces demandes. Donc, qu'on arrête aussi de dire que c'est une
un acharnement contre la personne de M. Karim Wade parce qu'il est le fils de Abdoulaye Wade. Ce qui est absolument dommage, et ça c'est un commentaire complètement hors du sujet mais qui est personnel, c'est que le PDS n'ait pas trouvé en son sein d'autres cadres capables de supporter sa bannière pendant les élections présidentielles et que M. Wade nous fasse croire qu'en dehors de son fils, personne au Sénégal n'est capable de représenter le PDS. C'est ça ce qui est le plus fâcheux et le plus déprimant dans cette affaire-là. C'est pas que Karim Wade ait été déclaré inéligible ou que ses requêtes aient été déclarées irrecevables. Mais là, c'est peut-être, comment dire, la faute à ses avocats. Ils auraient dû lui expliquer que les moyens n'étaient pas fondés. Écoutez, je ne sais pas. Je me garderai bien de juger le travail de mes confrères parce que je ne connais pas le dossier sur le fond. Je ne sais pas du tout quelles étaient les motivations de leurs requêtes. Je ne les ai pas lues. Bon, mais on ne peut pas empêcher non plus à des avocats parfois de faire de la politique. Et je pense que ceux-là en faisaient certainement. Bon, avec plus ou moins de succès. Mais bon, là, en l'occurrence, ils ont échoué, mais bon, faut-il s'en réjouir? C'est le droit qui avance. Quand il est dit dans le bon sens et quand il est dit dans le sens qui confirme les principes constitutionnels. Et ici, les principes constitutionnels disent que quand vous avez été condamné à un certain seuil de peine, vous êtes inéligible. Point final. Qu'on s'appelle Wade ou pas. Tout le monde devrait comprendre cela. Et ça, c'est de l'eau qui est apportée quand même au moulin de ceux qui défendent le président Macky Sall. Comme quoi, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO confirme... Écoutez, confirme les décisions de la Cour constitutionnelle, confirme les décisions de toutes les juridictions sénégalaises. Ça veut dire aussi qu'il y a un renforcement de la démocratie au Sénégal et que aller voir la main de Macky Sall dans toutes les décisions judiciaires qui ont été prononcées sur le sol sénégalais est une aberration et un procès complètement illégitime. Voilà. La CEDEAO a dit la messe. Elle l'a bien dit en disant, écoutez, non, le droit est bien rendu au Sénégal et circuler, il n'y a rien à voir. Le fait est quand même que pour beaucoup de personnes, ils estiment que Karim Wade dans la course et dans une autre... également Khalifa Sall, ça aurait changé la donne. Écoutez, ce sont eux qui le disent. Ils le disent sur des bases forcément partisanes. Mais écoutez, c'est faire offense aux autres candidats, aux autres challengers de M. Macky Sall. Il me semble que quand même quelqu'un comme Idrissa Seck n'est pas négligeable sur la scène politique sénégalaise. Non, on veut trouver des martyrs faciles et commodes parce que ils ont eu maille à partir avec la justice, donc forcément ce sont des prisonniers politiques, donc forcément ce sont des victimes d'un système politique. Non, ici on a la preuve que non. Enfin, la preuve peut-être pas, je le dis comme ça, mais au moins la démonstration est faite juridiquement que non. Mais le hasard de calendrier également laisse libre cours à toutes les supputations. Mais non, vous savez quoi, la Cour de justice de la CEDEAO, elle a cette particularité, c'est qu'elle rend très rapidement ses décisions, et ces sessions sont souvent des sessions ad hoc. Et elle a vidé dans un délai qui est le délai conforme. Procéduralement, c'est comme ça que ça se passe. Bon, maintenant que ça coïncide avec la confirmation du résultat du scrutin des élections présidentielles par la Cour constitutionnelle est une pure coïncidence. Parce que ça intervienne 2 semaines après, ou même dans 2 mois, ça aurait changé quoi? Il n'a pas été candidat. Point final. Il n'a pas été candidat. Il demande à ce que une juridiction de statut international, supranational, dise si le droit a été respecté dans son pays. On vient de lui dire que oui. Si cette décision intervenait dans 2 mois, elle avait la même validité.
et la même portée juridique. C'est ça, c'est la seule chose qui compte pour moi. C'est vrai, le télescopage des calendriers, c'est une pure coïncidence, c'est un non-événement. Nous passons maintenant à la République démocratique du Congo. Le nouveau président Félix Tshisekedi a promis samedi d'accorder dans les 10 jours à venir sa grâce aux prisonniers politiques et d'œuvrer pour un retour rapide des exilés politiques dans le pays pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays. J'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours de mon mandat, a déclaré M. Tshisekedi lors d'une cérémonie devant les membres du gouvernement et autres responsables des institutions congolaises. Est-ce que Maître Sosa, le nouveau président RD congolais, Félix Tshisekedi, par cette décision, n'est pas aussi un peu en train de chercher à rentrer dans les bonnes grâces d'une opinion qui l'a véritablement décrié, surtout vu son mode d'accession au pouvoir? Écoutez, c'est vous qui dites surtout vu son mode d'accession au pouvoir. Il a été officiellement élu. Les mauvaises langues disent officieusement nommé. Bon, mais il est de bon ton et parfois bienséant quand on est président élu de donner quelques gages, de poser quelques actes positifs qui permettent la décrispation politique, libérer les prisonniers politiques, et Dieu sait si au Congo démocratique il y en a. Les libérer comme un premier acte politique est une bonne chose et on ne peut que s'en féliciter. Bon, maintenant... Il marque son territoire? Non. Je ne crois pas qu'il marque son territoire, parce que, de toutes les façons, s'il les maintient en détention, il marque son territoire aussi. C'est une façon pour lui de dire qu'il n'est l'otage de personne. Parce que il est pressé par une opposition qui lui fait un procès en illégitimité. Et en même temps, il est marqué à la culotte par une majorité sortante qui est en train de lui faire comprendre tous les matins que c'est grâce à elle qu'il est là. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'il fasse son travail de président, et ça fait partie de la panoplie, on va dire, du président nouvellement élu. Mais a-t-il seulement le choix? Il ne peut pas faire autre chose que ça. Et pourquoi? Le leader du principal parti d'opposition, chantre de la démocratie, qui vient au pouvoir et qui ne fait aucun geste envers les prisonniers politiques. Eh bien, moi je vais vous dire une chose. Le geste le plus fort eût été, dès le premier jour qu'il a pris ses fonctions, de l'avoir fait. Voyez? Ça aurait été quelque chose de beaucoup plus fort encore. Ça aurait été une façon pour lui de témoigner de sa liberté d'action, de sa légitimité totale, et de dire ce qu'il faut à tous ceux qui sont ses contenteurs et qui lui font des procès en tout genre. Et il a attendu, à mon avis, trop de temps, 100 jours pour faire ça. Non, les principes sont les principes. Si vous êtes viscéralement contre, aussitôt que vous avez le micro-pouvoir de changer les choses, changez-les immédiatement. Ça vous grandit toujours. Mais là, il a attendu, il a donné peut-être trop de temps aux politiques et pas suffisamment aux symboles. Et c'est là-dessus que je dis, il l'a fait, mais c'est pas qu'il n'avait pas le choix. C'était probablement la chose qui s'imposait avant toute chose encore, avant même la formation d'un gouvernement. Lequel gouvernement également est encore attendu. Bien sûr, mais là, au moins, si vous voulez, il s'approprie totalement la légitimité qui est la sienne. C'est moi qui suis l'élu et c'est moi qui décide que il ne devra plus y avoir de prisonniers politiques pendant que je suis président. C'est-à-dire pas une heure de temps. Pendant que je suis président, il ne devrait pas y avoir de prisonniers politiques. Ça aurait eu de la gueule. Aujourd'hui, mais là, on est dans le petit jeu politicien. Donc, du coup, ça donne
droit à des spéculations encore sur, voyez, la portée symbolique de l'action. C'est dommage. Aujourd'hui, c'est quand même une grande avancée de parler de prisonniers politiques parce que au moment où ces personnes étaient condamnées, on se refusait en RDC à parler de prisonniers politiques. Oui, ben, certains sont en prison, d'autres ne le sont pas. Ils sont en exil. Dire que M. Katumbi a été victime d'un procès politique est une lapalissade. Bon. M. Katumbi n'est pas dans les grandes faveurs du régime sortant, du clan Kabila. Mais pendant longtemps, il a été l'allié politique de Tshisekedi. Bon, il aurait été très fort en symbole de dire, pour mon investiture, j'invite Moïse Katumbi. Ça aurait eu de la gueule. Ça aurait été faire un front à Joseph Kabila aussi. Pourquoi un front? Mais il est ancien président, je suis le nouveau président. Mais chef de la majorité, d'une majorité très, très, très confortable. Mais écoutez, si constitutionnellement j'ai le pouvoir, parce que c'est une prérogative régalienne du président de la République, d'accorder des grâces, j'accorde une grâce présidentielle à quelqu'un qui est décrié comme un opposant politique à celui auquel je succède. C'est une façon de démontrer que je suis libre et que je ne suis sous aucune tutelle politique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais bon, on verra. Moi, je souhaite beaucoup de chance à M. Tshisekedi, sincèrement. Maître Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. Avec plaisir. Nous observons la pause et après le journal, on est ensemble dans Regard Croisé.